par deux rapports. L'un en juillet, le 1er juillet 2024, et le second, le 2 décembre 2024, l'ONU s'inquiète de la situation de la Côte d'Ivoire. Et pour ne pas paraphraser, nous allons lire exactement ce que l'ONU a écrit. Au point 68 du deuxième rapport, voici ce que l'ONU écrit. Pendant que la région ouest africaine et le Sahel font face à des défis complexes, marqués par l'insécurité dans une bonne partie du Sahel, l'insuffisance du progrès dans un développement soutenu et les revers démocratiques, couplés avec un manque de progrès sur le retour à l'ordre constitutionnel dans les pays qui sont sous une transition politique, l'ONU reste encouragée par le renforcement continu de la gouvernance démocratique dans certains pays, notamment au Sénégal, où le rôle du Conseil constitutionnel dans la résolution de la tension préélectorale a démontré le rôle critique de la loi basée sur les institutions responsables et participatives. Le Ghana a aussi démontré la force démocratique de ses institutions, y compris les choix des candidats à l'intérieur des partis. L'ONU salue l'effort de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et appelle cependant les participants et les organes de gestion des élections à s'assurer que les préparatifs ainsi que les prochaines élections de 2025 soient effectivement inclusives et participatives. Soient effectivement inclusives et participative. Ce rapport a été transmis au président Laurent Gbagbo. Le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu ce rapport. Mais si l'ONU, en tout cas si le gouvernement, l'ONU a trouvé juste que ce rapport lui soit porté au président Laurent Gbagbo, en diplomatie, tout ne se dit pas, même les actes, parfois. C'est parce que la notion inclusive et participative renvoie effectivement à sa situation. C'est pourquoi quand le président a dit la dernière fois que l'ONU a saisi les autorités, c'est de ce rapport-là dont il parlait. Il ne faisait pas de l'affabulation, c'est écrit noir sur blanc. On ne me l'a pas envoyé à moi, on ne l'a pas envoyé à Dano Djedje, ben, on l'a envoyé, le président Laurent Gbagbo a reçu une copie. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu ce communiqué. Ce n'est pas possible. S'il dit qu'il n'a pas reçu, on va lui donner une autre copie. Ce n'est pas grave. Tous sur notre plateau, un rendez-vous de débat et d'échange. Aujourd'hui, nous recevons une figure de proue de la politique ivoirienne, M. Keïdé Jean Gervais, secrétaire général du PPAC. Monsieur Keïdé, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors tout de suite, entrons directement dans le vif du sujet. Tout à fait. Avec notre première thématique. Mais avant, comment se porte le PPACI? Le PPACI va très bien. Le parti s'est déjà déployé sur le terrain et nous sommes sur la pente ascendante pour la conquête du pouvoir. Le pouvoir d'État. Et il y a des personnes qui me disent le PPACI, c'est comme si on avait pris de vieux vêtements pour habiller un jeu. Est-ce que ils ont raison de dire? C'est l'expression vieux qui est péjoratif. L'expression est péjorative. On a pris des personnes expérimentées, des acteurs expérimentés pour les mettre avec des jeunes loups qui viennent animés de leur détermination, de leur fougue de la jeunesse pour travailler pour la Côte d'Ivoire sous la direction des anciens, dont le président Laurent Gbagbo lui-même et ses anciens compagnons qui mettent à la disposition de la Côte d'Ivoire toute leur expérience et toute leur détermination à servir encore notre pays. Alors donc, le PPACI, comme tous les partis politiques sérieux, c'est un savant
dosage des personnes expérimentées et des jeunes fougueux et déterminés pour mener la Côte d'Ivoire sur le chemin de la démocratie, de la souveraineté et du développement pour un bonheur partagé. D'accord. Donc, notre première articulation de cette émission est relative à la stratégie du PPACI pour l'élection présidentielle de 2025. C'est quand même un carrefour, un rendez-vous très important. Quelles sont les priorités de votre parti à l'approche du scrutin présidentiel de 2025? La mobilisation d'abord de nos militants, de nos sympathisants et de la population ivoirienne. Toute élection est une affaire de statistiques, de chiffres. Comme nous sommes viscéralement attachés à la prise du pouvoir par la voie des urnes, à l'exclusion en tout cas de toute autre voie, eh bien, nous prenons un soin particulier à nous compter entre nous militants et à compter nos sympathisants et à compter méthodiquement toutes les personnes qui s'inscrivent sur la liste électorale ou bien qui y sont déjà inscrites pour que on parle avec ces personnes et qu'on partage notre vision, la vision du président Laurent Gbagbo. En tant que parti politique, nous travaillons à rassembler les Ivoiriens, à les rassurer et à leur redonner l'espoir pour une Côte d'Ivoire véritablement unie, fraternelle et solidaire. Votre parti a fêté récemment son 3e anniversaire et au vu du terrain, au vu de votre implantation, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous êtes prêt à pouvoir aller aux élections de 2025 et de les gagner? C'est le nom du parti qui est nouveau. Les animateurs sont de vieux briscards de la politique ivoirienne, sont passés par monts et vallées dans le combat politique et donc qui ont participé à plusieurs joutes électorales et donc ils savent y faire comment gagner la confiance de l'électorat, comment s'organiser pour mettre les animateurs du parti à la base en ordre de bataille. Eh bien, nous avons et la stratégie et les hommes et les moyens matériels et humains pour aller à la bataille et la gagner. Comment comptez-vous fédérer l'électorat autour de votre projet? C'est un projet nouveau. Le PPACI, c'est un nouvel appareil politique. Est-ce que vous avez la stratégie? Comment vous comptez vraiment amener tout cet électorat autour du projet, du nouveau projet du président Laurent Gbagbo? Alors, c'est d'abord de faire œuvre de pédagogie. La meilleure façon d'emporter l'adhésion d'un peuple à un projet, c'est de lui expliquer de quoi il s'agit, de quoi il retourne, qu'est-ce que le peuple gagnerait à choisir votre projet et à adhérer à votre programme de gouvernement. Eh bien, il faut expliquer. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo, dans sa vision de la Côte d'Ivoire qui doit renaître, a mis en place un projet qui se tourne autour de 10 piliers, qu'on appelle les 10 piliers de la Renaissance. Le moment viendra où, progressivement, méthodiquement aussi, nous allons expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce que nous comptons faire en matière d'éducation, de formation, qu'est-ce que nous comptons faire en matière agricole, de développement agricole, comment on compte s'y prendre pour relancer une économie ivoirienne qui appartient véritablement et soutenue par des Ivoiriens, et créer une croissance qui est une croissance endogène et non exogène, comme ce qu'on voit maintenant, qui est une croissance à plusieurs chiffres, mais qui en réalité profite à des investisseurs dont la plupart ne sont pas ici, qui rapatrient immédiatement les bénéfices de leurs investissements, sans que pour autant le peuple ivoirien en profite. Alors donc, c'est pour chacun des pans de la société, de l'activité humaine, évidemment, nous avons réfléchi. Et le président Laurent Gbagbo, qui depuis 1990 a toujours écrit ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire et l'a expliqué, a encore une fois écrit son programme. Le projet de société, lui, il a été revu et corrigé, et actualisé par rapport à l'évolution du monde. Et le programme de gouvernement qui s'adosse à ces projets de société, eh bien, a été largement et méthodiquement expliqué. Et le moment venu, pilier par pilier, nous le prendrons et monographie par monographie, nous l'expliquerons module par module pour être plus simple. Nous l'expliquerons au peuple de Côte d'Ivoire qui, nous n'en doutons pas du tout, choisira ces programmes
et suivra le président Laurent Gbagbo pour le mettre au pouvoir d'État en 2025. Au début de l'émission, vous avez dit que le PPACI avait un appareil Ouais, et des hommes ouais, pour pouvoir conquérir le pouvoir. tout à fait. On sait qu'un seul parti, ou seul avec ses électeurs, ne peut pas conquérir le pouvoir. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des discussions ou bien des alliances possibles avec d'autres partis ou même avec des acteurs de la société? Après l'appel de Benoît, nous sommes en train de discuter avec tous les Ivoiriens, qu'ils soient regroupés au sein d'un parti politique, d'une association de la société civile ou qu'ils soient à titre individuel. Nous avons lancé l'appel et discrètement mais efficacement, nous discutons avec toutes les forces vives de la nation pour que en 2025, on s'arrange pour mettre un terme à la gouvernance RHDP qui a fait tant de mal à la Côte d'Ivoire. Mais parlons même de l'appel de Benoît. Est-ce que cet appel-là n'a pas ramené que du menu africain? Est-ce que l'appel de Benoît a été pris, a été accepté? Oui, accepté, ça ne fait aucun doute. Maintenant, dans la mise en œuvre, les partis politiques, dont le PDCI et les autres partis qui sont sur l'échiquier national, que nous avons rencontrés, ont réservé un accueil favorable à nos délégations qui sont parties les voir. Et leur problème, c'était de dire, sur le principe, on est d'accord que le président Laurent Gbagbo, qui a été président de la République et qui est au jour d'aujourd'hui le seul homme politique expérimenté qui inspire réellement confiance à l'Ivoirien, eh bien, on est d'accord qu'il lance un appel au rassemblement. On était dans l'attente de cet appel. Maintenant, quel est le contenu que vous donnez à ce qu'on va faire? Et sur cette base, nous sommes retournés et en laboratoire, nous avons élaboré un manifeste, un document, qui est une espèce de charte de cette collaboration que nous avons montré, que nous avons commencé à montrer à nos partenaires, partis politiques. Et donc, l'équipe commise par le président Laurent Gbagbo, avec à sa tête le président exécutif, le professeur Sébastien Danon Djedje, a commencé à refaire le tour des partis politiques et tous, sans exclusion. Il n'y a personne qui est frappé d'ostracisme chez nous. Nous voulons travailler avec tout le monde. Charles Blé-Goudé, Y compris. Simone Gbagbo. Y compris. Alors, nous avons déjà rencontré la présidente Simone Eivé avec son équipe. Nous avons rencontré l'équipe de Charles Blé-Goudé. Nous avons rencontré les autres partis politiques qui ont été créés par les compagnons du président Laurent Gbagbo. Et donc, nous sommes là-dessus. Quand on veut rassembler, il faut y aller méthodiquement, patiemment et expliquer pour que ceux qui se joignent à vous pour remettre la Côte d'Ivoire sur le rail de la création d'une vraie nation unie, eh bien que ceux-là soient rassurés qu'on ne va pas répéter les erreurs du passé. D'accord, monsieur Kégué, ça prend du temps. Ouais. Ça prend vraiment du temps. Nous sommes à quelques pas de 2025 Oui. et on a l'impression que ça ne bouge vraiment pas. Non, c'est votre impression, mais en réalité, ça bouge. Ça bouge, mais comme maintenant que nous sommes à l'ère de l'informatique, de l'Internet, eh bien, les gens veulent du bruit et du spectaculaire. Or, tout ce qui fait du bruit et fait du spectacle n'est pas efficace forcément. Il faut être méthodique, il faut être attentif aux réactions de vos interlocuteurs, en tenir compte et puis bâtir quelque chose de solide. Quand tu veux bâtir du solide, il faut être patient. Alors, 2025, c'est pas loin, c'est vrai. Mais comme c'est pas loin, il faut être sûr que lorsque on se jette dans la bataille, on a pris toutes les dispositions et on s'est entouré de toutes les garanties pour que on n'aille pas à un moment donné à se poser des questions sur des situations qu'on n'avait pas prévues. Donc, je vous assure et je vous rassure que nous sommes sur la bonne voie. La Côte d'Ivoire peut commencer à espérer à une vraie renaissance et que la parenthèse douloureuse de la gouvernance RDR va bientôt prendre fin. D'accord. Vous avez dit, le PPACI est un appareil, il a ses hommes, il a des alliés. Est-ce que, avec tout ça, vous êtes vraiment prêt à affronter l'appareil qui est en face de nous? C'est quand même le RHDP et c'est le parti au pouvoir. Est-ce que vous êtes prêt? C'est un petit grand papier, il faut le savoir. Le RHDP
Hein, si on lui enlève les méthodes de fraude, si on le met dans un combat à la loyale avec des règles de jeu simples mais loyales, le RHDP s'avère un tigre en papier. C'est pour cela d'ailleurs qu'il fait beaucoup de bruit. Parce que quand on est sûr, on reste serein. Mais la frilosité qui s'est emparée de ce parti ces derniers temps montre bien que c'est un château de cartes qui va s'effondrer bientôt. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce que nous avons pour premier allié le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous voulons rassurer ce peuple que les dérives dictatoriales auxquelles on assiste actuellement sont à la limite le champ du cygne. Et donc, ce peuple peut à nouveau espérer en une Côte d'Ivoire qui nous ramène à un pays stable, un pays convivial, un pays où il n'y a pas de clivage religieux, ni ethnique, ni tribal. Il n'y a pas de rattrapage ethnique du tout. On va revenir à cette Côte d'Ivoire que chacun a connue et où il faisait si bon vivre. Une Côte d'Ivoire qui appartient aux Ivoiriens, une Côte d'Ivoire qui va privilégier la souveraineté nationale à toute cette dépravation, à toute cette, je veux dire, recolonisation à laquelle on assiste en ce moment. Eh bien, les Ivoiriens peuvent être rassurés que le PPACI, avec les potentiels alliés qui vont venir, eh bien, on va remettre la Côte d'Ivoire à l'endroit. Parce que pour l'instant, malheureusement, notre pays est à l'envers. Deuxième articulation de notre mission, elle est relative à la réconciliation nationale et au rôle du PPACI dans le processus de paix et d'unité. Le PPACI considère-t-il que la réconciliation nationale est un préalable à l'élection présidentielle de 2025? Et si oui, quelles mesures concrètes proposez-vous pour rétablir la confiance entre les Ivoiriens? Alors, si la réconciliation est une nécessité pour un pays qui a connu des décennies de crise, force est de reconnaître malheureusement que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'en font pas une priorité. Et nous, en tant que parti qui est pour l'instant dans l'opposition, notre rôle est de faire en sorte que un minimum de décrispation soit obtenu, qu'un minimum de règles et de conditions d'élections justes et transparentes soient réunies pour que, par le changement démocratique, on puisse enclencher un vrai processus de réconciliation nationale. Donc, la réconciliation, c'est un processus, mais la décrispation, c'est des mesures. C'est des mesures qu'on prend pour libérer tous les prisonniers politiques, parce que malheureusement, au moment où certains sont graciés, d'autres prennent leur place dans les geôles. Et c'est pas à cette allure-là qu'on va s'en sortir. Il y a eu quelques aspects de décrispation. Certains prisonniers ont été libérés, des exilés sont rentrés. C'est vrai. On a même salué cela en tant que PPACI. Mais il y a encore beaucoup d'exilés, des civils et des militaires, qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils sont sous le coup de menaces directes ou indirectes, ou alors de mandats d'arrêt qu'on n'a pas supprimés. C'est le sens des appels que nous lançons. Au jour d'aujourd'hui, on a plus d'une centaine de prisonniers politiques encore, hein, qui sont venus remplacer ceux qui avaient été libérés. Alors, toutes ces choses-là doivent être réglées. Les droits des prisonniers doivent être réglés. Quand vous entendez les tenants du pouvoir dire que le nom du président Laurent Gbagbo ne sera pas mis sur la liste électorale, même demi-nom ne sera pas mis, ce sont des discours qui ne rassurent pas quand on lui met surtout sur le dos un crime aussi abominable que le braquage d'une banque de la BCEAO. Or, nous sommes tous témoins en Côte d'Ivoire que les agences de BCEAO qui ont été braquées pratiquement sous les caméras sont situées à Korogo, à Bouaké et à Man. Et c'était au moment de la toute-puissance de la rébellion baptisée par le président Henri Konan Bédié, Force Nouvelle. Et donc, nous savons qui a fait un vrai braquage en Côte d'Ivoire, qui a cassé une banque, qui a pris de l'argent physique, alors que le président Laurent Gbagbo, qui s'est juste contenté de faire son travail de président de la République élu et proclamé comme tel par le Conseil constitutionnel, a pris des mesures pour que les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire et les autres travailleurs soient payés. Et c'est ce qui a été assimilé à un braquage. Alors, quand on a ce genre de situation,
il faut des mesures fermes et courageuses pour décrisper. Par exemple, si l'État de Côte d'Ivoire, le pouvoir RHDP, reconnaît que la manœuvre politicienne qui visait à écarter le président Laurent Gbagbo de la course à la présidentielle en le condamnant à 20 ans de prison et en disant qu'il ne doit pas être sur la liste électorale, que cette manœuvre a fait flop et qu'il faut revenir à la réalité, à savoir que Laurent Gbagbo sera non seulement candidat, mais qui va gagner la présidentielle de 2025, et qu'on met son nom tranquillement, ça va faire baisser la tension qui est artificiellement entretenue au jour d'aujourd'hui. Gérer un pays, ce n'est pas penser à soi seul, mais faire en sorte que de génération en génération, on laisse des institutions fortes, on laisse un pays qui peut continuer à prospérer en minimisant les contradictions internes qui existent dans toutes les sociétés et en se donnant les moyens de les régler lorsqu'elles vont survenir. À vous entendre parler, on a peur. On se demande, est-ce que les élections qui vont venir là seront des élections apaisées? Ou est-ce qu'il y a des obstacles qui risquent de les rendre contestés? Le PPACI travaille comme il peut en étant dans l'opposition pour que les élections de 2025, notamment l'élection présidentielle, soient une élection apaisée. Et les conditions pour qu'elle soit une élection apaisée, qui n'est pas suivie de lendemains tumultueux, eh bien, les conditions là, nous les avons énumérées. Elles sont simples. Le président Laurent Gbagbo doit être éligible parce que rien ne justifie que, après avoir été président de la République, après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale, dans son propre pays, on l'exclut du jeu électoral parce qu'on a peur de lui. Ce n'est pas juste, ce n'est pas. Lorsque Alassane Ouattara avait été banni par la Cour suprême et qu'il était ensuite poursuivi par un mandat d'arrêt international initié par le PDCI avec le président Henri Konan Bédié qui était président, eh bien, le président Laurent Gbagbo qui en 2005 a dit, comme la candidature de Ouattara cristallise les passions, eh bien, je prends la décision de faire de lui candidat à titre exceptionnel, lui et Henri Konan Bédié. Alors, vous souhaitez qu'il vous ramène l'ascenseur? Ben, qu'il fasse ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Mais, pour que les élections de 2025 soient apaisées, il faut que le nom du président Gbagbo soit sur la liste électorale. Il faut que la commission électorale ne soit pas ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une succursale du RDR. Il faut que la liste électorale sur laquelle on va compétir soit nettoyée de toutes les 2 à 3 millions d'électeurs frauduleux, électorats captifs du RDR. Il faut que cela soit nettoyé. Il faut que les conditions soient réunies pour que l'accès aux médias d'État soit équitable pour tout le monde et que le découpage qui va suivre après soit un découpage qui respecte les normes internationales. Que ces conditions sont réunies, eh bien, les Ivoiriens peuvent être rassurés que l'élection qui arrive là sera une élection juste, transparente et inclusive. Le PPACI a-t-il un programme spécifique pour relancer l'économie en Côte d'Ivoire? Dans les détails. Sans rentrer dans les détails, comme vous dites, lorsque le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2000, nous avons déjà démontré que nous pouvons sortir la Côte d'Ivoire d'une situation difficile au plan économique. Au moment où le président Laurent Gbagbo prêtait serment en 2000 pour être président de la République, la Côte d'Ivoire était isolée. Toutes les institutions internationales, qu'on appelle communément les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire Banque mondiale, Fonds monétaire international, et toutes les autres institutions qui aident tout pays au plan financier, économique et financier, toutes ces institutions-là avaient coupé les ponts avec la Côte d'Ivoire à cause du scandale des 18 milliards de l'Union européenne. Et quand nous sommes arrivés, nous avons d'abord fait en sorte de rembourser ce qu'on leur devait, et c'est sur cette base, au regard de la gestion saine et rigoureuse qu'on a présentée, que la Côte d'Ivoire a été élue à l'initiative PPTE. Mais pour en arriver là, il a fallu s'appuyer sur une idée géniale qui est unique, c'est le budget sécurisé. Et c'est ce qui nous a permis de vivre de nos propres moyens, entretenir l'État, faire quelques investissements et puis faire fonctionner la République. Pour relancer l'économie ivoirienne, on a, comme je l'ai dit, dans les 10 piliers, un pan entier sur l'économie, mais il faut savoir que nous voulons un développement économique autocentré.
un développement économique dont les résultats profitent à l'ensemble de la population. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit riche uniquement, il faut que les Ivoiriens soient riches aussi. Le secrétaire général, une grande partie de la population ivoirienne est constituée de jeunes. Alors, quelle est la place que l'on accorde à cette jeunesse-là dans son projet? Alors, vous l'aurez noté que pour le PPACI, et on l'a démontré à 2 reprises, à la fête de la Renaissance de 2022 et la fête de la Renaissance 2023, que les jeunes et les femmes sont les principales priorités en matière de projets de société et de programmes de gouvernement du PPACI. D'abord, en responsabilisant les jeunes au maximum dans notre parti et en les mettant au travail pour eux-mêmes nous dire qu'est-ce que, en matière d'emploi, en matière de formation et d'emploi, qu'est-ce qu'on doit faire pour la jeunesse. Malheureusement, la Côte d'Ivoire, au cours des 2 dernières décennies, a assisté impuissante à l'abrutissement, et je pèse mon mot, de sa jeunesse. Or, il est connu que quiconque veut détruire un pays commence par détruire sa jeunesse. Vous aurez remarqué que aujourd'hui, c'est le divertissement, la distraction, le goût de la facilité qu'on cultive et qu'on récompense même au niveau de la jeunesse. Là-dessus, le PPACI a un projet et envisage de reconscientiser la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine d'une manière générale pour que on comprenne bien que ce n'est pas dans le divertissement, dans la distraction et dans l'amusement qu'on bâtit une nation et un pays. Apprendre, travailler et accumuler pour que progressivement, de génération en génération, eh bien, on crée une richesse abondante et donc qui peut être partagée plus facilement et qui peut donner lieu à moins de pauvreté et à moins de chômage. Alors donc le PPACI a mené une réflexion assez pointue et qu'on va essayer de mettre en pratique dès que en 2025 nous aurons pris les rênes du pouvoir d'État. Parlons de la lutte contre la pauvreté, l'inégalité et le chômage. Est-ce que ces mots-là sont pris en compte dans le programme du PPACI pour les prochaines élections? Tout à fait. La lutte contre le chômage, c'est d'abord une question de formation à la base, une question de mentalité. La réduction des inégalités sociales, c'est dans la redistribution de la richesse nationale qu'on le fait. Un pays solidaire, c'est un pays qui s'organise pour qu'il y ait des pôles de production. C'est comme ça qu'on réduit les inégalités sociales. Ce n'est pas en faisant du rattrapage ethnique. Ce n'est pas en faisant du favoritisme tribal. Ce n'est pas en faisant du favoritisme partisan par rapport à son parti politique. Il faut réduire les inégalités en ayant à l'esprit que lorsque la richesse qui a été créée au plan national est redistribuée de façon à réduire ces disparités-là, eh bien, on crée moins de problèmes, moins de délinquants, moins de dangers pour la société. Et donc, pour le PPACI, parti de gauche, la réduction des inégalités sociales est une priorité. Lorsque vous réduisez les disparités, les inégalités sociales, vous luttez contre la pauvreté. Et lutter contre la pauvreté, c'est faire en sorte que chaque Ivoirien crée un peu de richesse. Ceux qui sont employés par l'État, donc ils sont des agents publics, il n'y a pas de problème. Ceux que les grandes compagnies peuvent employer, il n'y a pas de problème non plus, mais ça n'absorbe pas les hommes et les femmes en âge de travailler. Il faut donc faire en sorte que un fonds d'incitation à la création et à l'auto-emploi soit créé pour la jeunesse, pour les femmes, pour les personnes vulnérables, et l'État va arbitrer tout cela. C'est vrai que nous sommes dans un régime où les libéraux ont carrément écarté l'État pour le profit, mais nous, sans pour autant revenir au tout État, nous allons revenir quand même à ce qu'on a appelé moins d'État, mais mieux d'État. Merci à M. Keïdé Jean Gervais. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour cet échange riche et constructif. À vous qui nous suivez, nous espérons que ce débat vous a permis d'avoir une idée plus claire sur les enjeux politiques et les défis auxquels notre pays est confronté à l'orée de l'élection présidentielle de 2026. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain débat sur notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Team, vous venez de voir ces 2 vidéos que je vous ai proposées. La première est de Justin Koné Katina.
Oui, où il a répondu au gros Michelin, le porte-parole du gouvernement, qui a insinué que le président Laurent Gbagbo était un menteur et que le gouvernement n'avait jamais reçu un courrier de l'ONU qui leur demandait d'inscrire tous les opposants sur la liste électorale pour qu'on puisse organiser des élections inclusives. Vous savez, on ne devrait même pas demander ça à Alassane Ouattara. Au vu de son histoire, de son parcours politique, d'où il vient, des crises, des conséquences, des pleurs, des larmes. Il n'y a pas eu la joie, mais il a eu à un moment donné la fierté de son côté, du côté de son camp. Quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont atteint leur objectif. La team, c'est triste quand même. C'est triste si M. Alassane Ouattara, lui qui est aujourd'hui positionné au sommet, il est placé en haut. C'est lui qui devrait aujourd'hui saluer les autres et dire que j'ai été dans votre situation. Une situation d'injustice, je ne peux pas l'accepter. C'est lui qui se place du haut de son piédestal, il ne fait que le mal. Voyez-vous, ce sont des gens qui ne croient pas en la mort, qui ne croient pas en l'enfer, qui ne croient même pas au paradis, qui s'en foutent totalement. Parce que juste pour ce qu'il est en train de faire, il peut partir pour y en enfer très mal. Mais s'il pense aussi à la vie après à la mort après la vie, je pense qu'il ferait mieux attention. Mais vu qu'il ne pense pas à ça, voyez-vous, il ne fait pas attention. C'est triste et c'est dommage pour lui. Mais l'ONU a donné le courrier. À côté, vous avez suivi ici le secrétaire général Tchédé Jean Gervais, ce qu'il a dit. Le PPACI n'est pas un parti de plaisantins. Ce qui est dommage, c'est que le PDCI-RDA reste aujourd'hui dans une position où on ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et pourtant, avant la mort du président Bédié, il y avait une position de réconciliation générale. Le PPACI et le PDCI recommençaient déjà à nous prouver qu'on peut avoir quelque chose de nouveau. On ne dit pas qu'un parti devait s'éteindre pour laisser la place à un parti politique, mais on dit que les deux partis étaient quand même en train de montrer qu'ils sont prêts à se mettre ensemble pour le bien commun du peuple. Chacun devait être candidat. Nous avons vu ici en 2020, le président Bédié a refusé de partir aux élections alors que parce que Guillaume Soro n'était pas candidat, parce que Barbou n'était pas candidat. Ils n'étaient pas d'accord avec ça, il leur a apporté leur soutien. C'est ça. On ne demande pas à Tidjane Thiam de laisser Barbou de se mettre derrière. On demande à Tidjane Thiam de se mettre ensemble pour que le parti qui est au pouvoir comprenne que c'est fort aujourd'hui. L'opposition est mobilisée. Pas pour que vous venez vous soumettre à Barbou. Mais Barbou, c'est un ancien président de la République. Ne demandez pas à un ancien président de la République de venir se mettre derrière vous, ce n'est pas possible. Allez vous asseoir sur la même table avec lui. Discutez. Il a de meilleures stratégies. Il a même un meilleur carnet d'adresse que vous. Et il a le peuple derrière parce qu'il a déjà gagné avec le peuple. Il a déjà prouvé ce que vous n'avez pas encore fait. Il y en a donc qui vont aux élections pour prouver, et ceux qui ont déjà prouvé. Pourtant, où on va en 2025, ce n'est que ceux qui ont déjà prouvé qu'on doit faire confiance. La team, vous avez écouté les deux vidéos, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo d'ici quelques temps.